Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Laine et Tricot. Moi c'est Anna et nous voici à Laine et Tricot, donc ma boutique de laine à Grenoble et en ligne. Bonne année avant tout, avant que j'oublie. Merci à tous pour une année de plus ensemble. Si vous êtes des nouvelles personnes sur la chaîne, bienvenue, j'espère que le contenu va vous plaire. Ceci est un podcast tricot principalement, mais parfois je parle aussi de couture, de filage, de lecture et d'autres petites choses. Et voilà, ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc je suis un peu c'est surtout le fait que j'ai pas tourné dans ce spot depuis très longtemps, donc j'ai l'impression de faire un retour au passé. C'est très bizarre pour les personnes qui suivent depuis peu ou qui sont récentes. Ceci était le spot du podcast au début, et ça a duré pendant plusieurs, je dirais même années. Et puis après la vie a fait que j'ai tourné à plusieurs endroits, à la maison, à d'autres endroits de la boutique et tout. Et la semaine dernière, j'ai eu une proposition de quelqu'un, si tu te reconnais, voilà, merci, qui m'a dit « Ah, ce serait trop bien si tu retournais le podcast à nouveau contre le semure de laine et tout. » Donc je me suis dit, maintenant que j'ai le matériel qui me permettrait de le faire plus facilement, pourquoi pas. Donc cette fois-ci, je teste avec juste mon téléphone et un trépied. Donc je teste ça de façon très minimaliste. On verra si au niveau de lumière ça va. Sinon, il faudrait que j'installe ma lumière d'appoint, on verra, mais c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas trop de prise à côté, bref. Mais on va tester comme ça, j'espère que ça vous plaît, j'espère que le retour au passé vous plaît aussi. J'ai pas pris le temps de trop organiser les laines, mais ça va, c'est plutôt bien rangé, donc c'est pour ça aussi que parfois je le faisais pas ici, où j'avais la flemme, parce qu'il fallait au moins que je mette ça en joliment présenté et tout, donc parfois j'ai pas trop le temps. Bref, la vie. Donc voilà, aujourd'hui, pas mal de choses en cours et pas mal de choses surtout finies. En tricot, je pense que je vais juste vous parler de tricot. Et j'ai aussi tant qu'on est en retour au passé, si vous vous souvenez aux tout premières éditions du podcast, au moins la première année, je faisais une petite section de nouveautés de la boutique, donc là je vais le faire aussi à la fin du podcast, comme ça si ça vous plaît pas ou si vous souhaitez ne pas avoir des influences des influences d'achat, etc. À la toute fin du podcast je ferai aussi une partie voilà, nouveauté, très courte, hein. Normalement je présentais un ou deux produits, donc voilà, je vous présentais aussi des petites nouveautés, et voilà, sinon c'est tout, donc re-bienvenue à Laine et Tricot, et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je refasse ça ici, ou si si ça vous est égal, ou si ça vous embête pas que je change, etc. J'ai eu envie aussi de retourner à ce spot parce que cette année 2022, c'est la 5e année de l'ANAE, et du coup, ça ferme un peu, ça ferme pas la boucle parce que c'est pas la fin de l'ANAE, j'espère, je touche du bois pour que ce soit pas le cas, mais en tout cas, voilà, à 5 ans, revenir un peu à l'endroit de départ, moi je m'étais dit que c'était un petit symbole sympa. Bref, voilà. Donc c'est tout. Je dis plus rien sur ça. On va passer du coup à ce que je porte. Je porte principalement deux articles faits main. Je porte un châle qui n'a pas été tricoté par moi, c'est Lucie qui l'a tricoté. Coucou Lucie, je sais pas si tu passes par là, qui l'avait tricoté il y a plusieurs années dans une qualité Merinous et soie de langue qui s'appelle la Angelina, qui je crois continue d'exister. Moi je l'ai plus en boutique, mais je crois qu'il continue de la faire, et c'est un châle de Orlan de tête bêche. Je ne saurais pas vous donner le nom du châle parce que je ne l'ai pas en tête, mais je vous le mets dans la case de description comme d'habitude. Et c'est un châle circulaire, donc qui se commence par ici. On a des sections de point mousse et d'un point, je crois que c'est un smock, quand le smock n'était pas encore à la mode comme maintenant. Et après, il y a des rangs raccourcis, il a des sections de rangs raccourcis des deux côtés. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous apporter un truc, mais je vais couper et je vais l'apporter.
Donc voilà pour le châle de Orlan de tête beige tricoté par Lucie. Et moi j'ai tricoté et je porte le Branches and Buds de Carrie Bostic Hodge que j'avais tricoté il y a très longtemps. Il y a au moins 5 ans. Dans la Felted Tweed de Rowan, qui curieusement que j'avais acheté dans cette boutique là avant que ce soit ma boutique qui s'appelait Mayapar, qui faisait de la Rowan, et moi j'avais acheté cette Rowan ici dans ces murs lors de mes débuts de tricot, donc c'est voilà encore la boucle qui se ferme. Donc j'avais mis du marron et du bleu ciel, de jean, je sais pas trop comment dire, et c'est un patron que j'avais, c'était un de mes, je crois que c'est le premier patron que j'ai tricoté en circulaire avec un yoke. C'est un pull que je mets pas beaucoup parce que voilà, le gros défaut de ce pull, c'est qu'il n'a pas de rang raccourci ni ici ni au niveau du cou, et du coup il va vraiment sur le bas. Donc c'est un pull qui est chaud parce que c'est une laine, c'est un mélange laine alpaga et viscose qui est assez chaud. C'est une laine en plus plutôt déca sport, donc c'est pas un pull que tu peux mettre en été ou des choses comme ça. Mais en même temps, la partie qui devrait être couverte, parce que c'est la partie où j'ai tout le temps froid, et si j'ai froid là, j'ai froid partout, donc les épaules et le bas du cou, et bah, du coup est à découvert. Donc je le porte maintenant avec un chemisier de façon à pouvoir le porter un peu plus et à le sortir un peu plus de mon tiroir de pull que je ne mets pas trop. C'est un très joli patron, c'est un très beau pull. Il faudrait juste que si un jour je le refais, que je refasse des rangs raccourcis à ce niveau-là, et surtout à ce niveau-là du dos, pour le remonter et faire en sorte qu'il soit, qu'il soit bien remonté au niveau du dos, et qu'il tienne, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas très confortable d'avoir le dos. Enfin, pour moi personnellement, c'est une forme que j'aime pas. Désolée, comme d'hab, il me faut un truc pour la gorge. Donc là, je prends du Rooibos de Yogiti que j'ai découvert récemment et qui est très bon d'ailleurs. Voilà, petite recommandation. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Bon, au projet fini, j'en ai 3. Un que vous connaissez, 2 que vous connaissez pas, donc c'est cool pour vous. Le tout premier, j'en ai déjà parlé sur les au moins 2 derniers épisodes. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'écharpe étole Fedimus de Isolda. C'est un patron qui, comme je vous avais dit, n'est pas publié sur Ravelry pour le moment, mais je pense que si Isolda a la demande de ce patron, elle finira peut-être par le publier, parce que c'était un patron qui était issu d'un club qu'elle avait fait en 2019, et c'était le dernier patron du club. Il est fait dans une laine Shetland de la marque Garthenor, et c'est une étole qui se tricote en 2 bouts, un très grand bout comme qui est celui-ci, que moi j'avais, si vous vous souvenez, rallongé de quelques sections. Je pense que j'avais fait cette section là en plus, ça, parce que ça c'est juste un point mousse que j'avais fait dans la couleur pour continuer un peu le style de l'écharpe. Donc le premier bout, bah là, après on tricote ce dernier bout, et au milieu on reprend toutes les mailles pour faire ce panneau qui là il baille un peu, ce panneau en jacquard du coup qu'on tricote en circulaire jusqu'à la fin. Donc ça c'est ce qui me restait à faire la dernière fois quand je vous l'ai montré, et le voici fini. Donc c'est vrai que au blocage il baillait plus, et puis là en le mettant il baille un tout petit peu, mais bon c'est normal parce que c'est une forme circulaire, et porter ça le fait moins parce que ça rentre dans le pli un peu du vêtement, et puis voilà, c'est bien. Donc mon arrière de jacquard, si ça vous intéresse. L'étole est très sympa à porter, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup ce côté là il est un peu plus lourd, parce que forcément il gagne au moins un tiers de volume par le fait que c'est du jacquard, donc c'est un peu plus lourd d'un côté que de l'autre, mais elle est très sympa. Finalement elle est suffisamment longue pour être bien portée en écharpe et tout. J'avais peur qu'elle soit un peu courte, et c'est pour ça que je l'avais rallongée, d'autant plus que je me rendais compte que j'avais suffisamment de laine pour finalement pour la rallonger un peu plus. Faut dire aussi que moi je l'ai tricotée en 4 mm et elle l'a tricotée en 5 mm, non, en 4,5. J'ai pas vérifié si mon échantillon était bon, mais je me voyais pas tricoter en 4,5 ce tissu. Déjà je le trouve suffisamment aéré comme ça, parce qu'il est pas transparent, mais en gros le tissu est pas dense non plus, donc en 4,5 j'aurais pas trop aimé le rendu. Donc c'était un truc très amusant à tricoter, parce que une étole,
très amusante à tricoter parce qu'il y avait du mosaïque, du point mosaïque que je n'avais jamais fait, donc j'ai appris à faire la mosaïque en aller-retour. Donc voilà, différentes sections, il y avait un tout petit peu de dentelle, des sections un peu plus grandes de dentelle avec des fleurs, et après le jacquard en rond, donc vraiment très très amusant à faire. Parce que voilà, c'était pas lassant, je pense que si on a envie de tricoter des écharpes, c'est l'idéal, c'est d'avoir des écharpes qui sont fragmentées par différents points, par différentes couleurs, des choses comme ça, de façon à ne pas s'ennuyer, parce que je trouve que sinon l'écharpe c'est vraiment, personnellement je trouve ça très ennuyant à tricoter. Donc voilà, vous avez tout vu, mon écharpe Fénimus, très très sympa, je l'aime beaucoup et je suis contente d'avoir tricoté ça qui datait de 2019 d'un club que ma mère m'avait offert et que j'avais envie de tricoter, et à chaque fois je le mettais de côté en me disant ah, je ferai un jour, je ferai un jour, et parfois le jour il faut qu'il arrive, il faut le forcer parfois des fois. Donc voilà. Passons aux 2 autres projets que vous ne connaissez pas parce que j'ai tricoté entre le 25 décembre et récemment, donc la semaine dernière. Vous allez voir. Je commence par chronologiquement, je vais vous présenter ce que j'avais castonné le 25 décembre de cette année. Donc j'ai comme je sais que les soldes de janvier viennent juste après les fêtes de Noël ou à peu près, je réfléchis toujours un tout petit peu en amont à ce que je vais mettre en solde, etc. ou les trucs dont j'ai besoin de libérer de la place parce que c'est des fins de lot, parce que c'est des collections que je vais plus avoir, des coloris qui n'existent plus, etc. Donc je fais un peu des caisses un peu de choses à solder. Et dans cette caisse-là, j'avais mis des écheveaux. Excusez-moi. Des écheveaux de cachemire, de yak et de chameau. Enfin, c'est Lang qui les fait, mais ça s'appelle des Noble Yarns, parce que c'est des fibres nobles, en fait, le cachemire, le yak et le chameau. D'autant plus que c'est une association qui travaille ces fils-là, qui travaille ces fibres-là, de façon à ce que les gens qui sont autour des élevages, de la production de ces fils soient bien rémunérés. Et du coup, après, Lang les rachète et fait le fil avec ces qualités-là. Donc, ce sont des fils qui sont vendus en écheveaux de 100 grammes et ce sont des fils de décal. Donc, je crois qu'il y a 200 ou 220 mètres par écheveau. Et ils sont tous en teinte naturelle, sauf le gris du cachemire qui est, lui, éteint. Mais sinon, toutes les autres teintes sont naturelles, sont des coloris naturels. Donc, il y a juste le peignage de la bête, le lavage, le filage, et c'est tout. Et la mise en écheveau et la commercialisation qui est faite sur ce produit. Donc, moi, j'en avais acheté quelques-uns l'année dernière, je crois, quand ils avaient sorti. Mais c'est un produit qui est noble et du coup qui a un prix qui est élevé. Et du coup, c'est vrai que après j'ai pas fait l'immense effort de les mettre suffisamment en avant parce que j'ai pas le temps de mettre tout en avant et que c'est un produit qui nécessite, je pense, d'une mise en avant, de présenter, de bien le commercialiser, et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc j'avais des écheveaux qui étaient pas vendus et j'avais pas envie de les solder parce que c'est quand même une qualité qui est très belle, et j'avais pas envie de les brader et de devoir les vendre à 10 € pour qu'ils soient achetés, alors que les chevaux de cachemire, pour vous donner un exemple, ils coûtent 78 € je crois, donc on est presque dans les 80 € les chevaux de 100 grammes, ce qui, en calculant le prix des petites pelotes qui sont commercialisées généralement en cachemire, est un prix totalement normal. Mais là, comme c'est tout de suite sur un écheveau de 100 grammes, ça paraît beaucoup. Donc j'avais pas envie de les brader, et je me suis dit, je les garderai pour moi. Donc en gardant pour moi, comme il y avait plusieurs coloris, je me suis dit, je vais faire un truc à plusieurs couleurs. J'ai fait des recherches sur Ravelry, et du coup je me suis décidée pour un patron, et j'ai castonné le 25 décembre. Donc j'ai choisi le patron Douglas ou Doug, je sais plus si c'est Douglas ou Doug, mais je vous mets tout en lien, je vous mettrai une photo aussi, de André Amaury, qui est un gilet de grand-père, un peu un gilet avec un col, enfin c'est même pas un col V, mais c'est un petit col châle très fin, un peu ample, très sympa, vous allez voir.
Et je l'ai tricoté, ça m'a beaucoup plu, en plus on change de couleur assez rapidement, donc c'est assez motivant, et je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même pas une semaine, donc le voici. Donc comme vous pouvez voir, c'est un gilet qui est avec des couleurs naturelles, donc je vous le montre comme ceci, hop, ça y est, voilà, c'est un patron très simple, c'est un patron qui se commence du bas vers le haut, donc c'est un bottom-up. Donc on fait le corps, après on sépare pour les deux devant, on fait un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules, qui est, je crois, une des techniques que je préfère en termes de rendu. Ça fait une couture mais tellement propre. Et après on relève les mailles des manches pour faire les manches. Et voilà. Et après je vous raconterai pour la montre de boutonnage. Donc en gros, voici mon gilet, voici les couleurs, et je vais du coup vous dire un peu ce que j'ai... qui est qui. Et les marrons, donc celui-ci, le plus foncé et le plus... Non, comment déjà? Il y a 2 cachemires, 2 yak et un chameau. Donc le chameau, il est facile à repérer, c'est la couleur chameau. Après le yak, c'est les 2 marrons, donc le plus foncé que j'ai mis en bordure et le plus foncé chocolat. Donc ça, c'est du 100% yak. Et après le beige. Et le beige moyen, ça, c'est du cachemire. Donc vraiment, il est très très doux. Le cachemire, il est vraiment très sympa. Alors c'est un fil qui est assez bien filé parce que si vous connaissez un peu les fibres, toutes ces fibres-là, surtout pour le yak et pour le cachemire, ce sont des fibres très très courtes. Donc pour pouvoir bien les filer de façon à ce que le fil tienne dans la durée, que ça ne casse pas et que ça ne bouloche pas à outre mesure, il faut qu'il les file assez intelligemment, assez bien pour que le fil soit bien retordu. Donc quand c'est des fils que vous tricotez, vous avez presque l'impression que c'est des fils un peu durs parce qu'il y a beaucoup de torsion dedans, de façon à ce que le fil se tienne. Mais en fait, une fois qu'elles sont lavées et qu'elles sont tricotées, surtout laver, une fois lavé, c'est là que le fil s'est vraiment montré beau comme il est. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment tout doux et c'est vraiment, je pense, un très beau gilet que j'ai pas encore mis mais j'ai très envie de mettre. Donc voilà, j'avais fini tout mon... Voilà pour les fils et désolée, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Et je pense que ça va le faire. Une fois le tricotage fini, je finis tout, je finis mes manches et je continue à lire les explications. Et là, Andrea Mori, pour la bande de boutonnage, elle vous dit montez tant de mailles et tricotez une bande de tant de centimètres qu'après vous allez coudre et qui va devenir votre bande de boutonnage. Et en plus, pour les boutons, pour la boutonnière en fait, elle ne vous la fait pas faire dans ce sens qui aurait été le plus simple, elle vous les fait faire dans ce sens. Non. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Elle vous fait les pas faire à l'horizontale, mais à la verticale. Ce qui veut dire que quand on fait une boutonnière à la verticale, il faut couper le fil et rattacher le fil. Ce qui veut dire que vous avez sur des côtes, en patte de boutonnage, des fils à rentrer. Non, je crois pas en fait. Donc du coup, entre le fait qu'il fallait coudre toute la bande de boutonnage, le fait qu'il fallait faire des boutonnières dans un sens où il fallait couper le fil et tout ça, je me suis dit, oula, je le sens très mal, je sens que si je dois me forcer à faire tout ça, je vais pas le finir, donc je vais le bloquer. Donc je l'ai bloqué sans la patte de boutonnage, et ça m'a donné le temps de voir déjà si les dimensions étaient bonnes, parce que j'étais un peu inquiète, j'avais un peu l'impression qu'il était petit, mais il s'est avéré être à la bonne taille, et surtout ça m'a donné le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Moi, une de mes parties préférées dans le tricot, c'est les finitions. Et une des parties préférées pour les gilets, c'est le relevage de patte de boutonnage. Je sais, je suis bizarre, mais c'est comme ça. Donc, me priver de faire un relevage de maille d'une patte de boutonnage, c'était un crime pour moi. Donc, je ne voulais pas faire la couture, d'autant plus que j'avais l'impression que la couture n'allait pas être suffisamment propre pour être sur le devant et tout. Donc, j'étais un peu découragée par ça. Et je me suis dit, tu vas relever les mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les mailles pour ma bande de boutonnage. J'ai monté des mailles. Donc j'ai relevé toutes mes mailles. Et après, quand je suis arrivée à la fin, j'ai monté le nombre de mailles nécessaires pour le patron, pour les côtes. Et j'ai tricoté comme si c'était une grande bordure de châle. Vous savez, les châles que vous faites en circulaire. Et après, on relève des mailles pour faire par exemple une bande en dentelle ou une bande qui va être tricotée du coup dans l'autre sens du tricot. Et ben j'ai fait la même chose. Donc j'ai monté le nombre de mailles et après à chaque fois que j'arrivais à la jonction, enfin au niveau, à ce côté-là, bah, du coup je faisais une diminution
Et du coup, ça me permettait de tricoter cette bande-là et en même temps la rattacher ici. Alors, je sais, si vous êtes débutant ou si c'est des choses que vous n'avez jamais fait, c'est normal que vous ne compreniez rien. Mais bon, pour les gens à qui ça parle et qui aimeraient tricoter ce patron sans devoir faire la bande de boutonnage à coudre après, bah voilà, c'est une solution. Vous pouvez monter les mailles et ici, vous faites les diminutions au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, j'ai fait cette patte de boutonnage interminable. Voilà, sachant que mon gilet est plus court que celui d'Andrea Mori, donc pas volontairement, mais enfin, parce que j'avais un échantillon plus petit, donc forcément j'ai eu un gilet qui était un peu plus court, mais vous voyez, la patte, elle est hyper longue. Donc ça, c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification que j'ai faite, c'est que je n'ai pas fait de boutonnière. Parce que je pense que je vais mettre des boutons pression tout simplement parce que il y a beaucoup de parce que dans ma phrase. J'avais peur que mettre un bouton, enfin j'ai un peu de mal avec les boutons en général dans les gilets parce que je trouve qu'après ça change l'aspect général de la pièce tricotée quand je suis en train de la tricoter. Donc je vais mettre des boutons pression et je me donnerai le temps de choisir des boutons qu'éventuellement je vais coudre sur le bouton de pression, mais qui va ne servir que en déco. C'est un choix particulier, mais je vais voir si ça me plaît ou pas. Alors, ce qui me reste à faire, donc, c'est coudre les boutons pour ce gilet et bloquer légèrement ou humidifier un peu la pâte de boutonnage parce que vous voyez qu'elle est un peu... Bah, elle n'est pas aussi fluide, donc là, vous avez un tissu totalement bloqué et fluide. Et là, il est plus rigide et il gondole un peu. Donc, dès que je vais l'humidifier, ça va l'assouplir. Je pourrais couper les fils qui sont rentrés, mais que je coupe que une fois que le vêtement est bloqué. Et comme ça, j'aurai fini et j'ai des boutons pression à la maison, je crois, donc je pourrais les mettre, j'en mettrai 2 ou 3 sur le bas du gilet et comme ça je pourrais le porter. J'ai très très hâte de le faire, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, pour les poches, c'est des poches cousues, donc moi j'ai cousu avec les restes de fil, donc ça fait un petit côté un peu rustique, mais ça me dérange pas parce que c'est à l'intérieur. Donc aucun regret sur mes coutures rustiques des poches. Rien d'autre à dire, c'est un gilet qui est très très beau, c'est un beau cadeau que je me suis fait. J'ai calculé le prix total pour être un peu sincère avec moi-même et sincère avec vous, et je crois qu'on est à 300 € là, le vêtement fini, sachant que j'ai assez de reste de quoi faire je pense que je vais faire un bonnet en jacquard pour nous, pour la famille. Donc j'ai, avec les 280 € à peu près, un beau gilet à garder à vie et un beau bonnet en jacquard à faire. Donc voilà, ce sont des qualités qui sont onéreuses. C'est pas les pièces que vous savez, je tricote le plus souvent, pas dans ces qualités-là. Mais voilà, c'était des choses que j'avais en boutique et que je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais de faire ce genre de pièces. Parce que voilà, après, si c'était pas comme ça, je l'aurais pas forcément acheté ou j'aurais pas forcément eu. Mais voilà. Voilà pour mon Douglas ou Doug, ou je sais plus comment il s'appelle, de Andrea Mori que j'ai tricoté. Voilà, vous voyez, je l'ai tricoté hyper rapidement parce que c'était le 25 décembre et on est le 20... Je l'ai fini, ouais, j'ai mis 3 semaines pour le faire, pour le tricoter, et encore parce que je l'ai bloqué et que j'ai étudié la question de la pâte de boutonnage et que j'ai été pas très motivée au début de la faire, mais sinon, voilà, c'est super bien passé. D'autant plus qu'en parallèle, j'ai tricoté un autre pull que j'ai fini et que je vais aussi vous montrer. Donc, pour mon dernier projet fini, contexte, c'est de la récup, hein. C'est tout le temps de la récup. Donc là, le Douglas, c'est de la récup de la boutique, de la très belle récup, je vous l'accorde. Et là, c'est de la récup d'un vêtement que j'avais détricoté. Donc en 2019, j'avais tricoté un très gros gilet avec des grosses manches bouffantes en bordeaux dans une qualité de Wool Addicts. Et pendant le confinement de 2020, le premier, j'ai brûlé la manche bouffante en cuisinant. Donc, bon, au lieu de jeter tout le gilet, j'ai découpé le morceau qui était brûlé et j'ai détricoté la pièce entière en me disant, ben, je vais me tricoter un pull pour l'hiver, bien douillet pour la maison, etc. Et je ne l'ai jamais fait jusqu'à janvier 2022.
où je me suis dit, allez, je me tricote un pull. J'avais pas mal de pulls de maison, vous savez, les pulls, enfin des pulls, des trucs de maison qu'on met par-dessus. Et c'est souvent des trucs du commerce parce que ça date d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, ou c'est des trucs que ma mère m'achète parce qu'elle tient beaucoup à m'acheter des trucs pour la maison, pour être à la maison. Et parfois, c'est pas assez chaud. Bon, déjà, j'en ai jeté quelques-uns parce qu'ils étaient vraiment morts. Donc j'en ai jeté quelques-uns et certains sont soit très lourds, donc je les mets pas beaucoup, soit ils ont des capuches, donc je les mets pas beaucoup parce que les capuches, pour être à la maison, c'est lourd et ça n'a aucun sens, et quand tu t'allonges, bah t'as la capuche, enfin voilà. Et souvent c'est des trucs qui sont collerons et qui, donc si je tricote ou si je suis un peu statique à la maison, bah j'ai froid au cou. Donc je me suis dit, je vais me reprendre la laine que j'avais détricotée et mise de côté pour me tricoter un pull avec un col montant ou quelque chose qui soit bien chaud à ce niveau-là. Comme je vous dis, j'ai tout le temps froid à ce niveau-là, donc il faut que ce soit couvert. Donc j'ai repris ma laine, je me suis dit, allez, je vais vider un peu mon stash. En plus, j'avais 6 écheveaux, donc j'avais tout détricoté, j'avais mis en écheveau, j'avais lavé. Et c'est vrai que ça prenait de la place dans mon stash, donc je me suis dit, c'est l'opportunité et c'est le moment de le faire. Parce que tu n'as plus de pull vraiment chaud où tu te sens bien et tout, donc vas-y. Je me parle à la troisième personne. donc voilà, donc j'ai monté mon pull, j'ai choisi le pull Lempy Sweater de Sari Norlund. Donc c'est un très gros pull qu'elle tricote dans une qualité que je connais pas. Et j'ai monté ce pull qui est aussi un bottom-up. Donc vous allez voir, c'est le moment bottom-up. Donc bottom-up, c'est du bas vers le haut. Donc j'ai tricoté mon corps, j'ai tricoté mes manches. Et après, j'ai tricoté le raglan et le col. J'ai monté la 3e taille parce que tout de suite, quand j'ai vu que j'étais en train de monter les mailles et tout, je me suis dit... Enfin, non, même pas. J'avais même pas monté les mailles. Et vu le nombre de mailles que j'avais, ça me paraissait petit. De l'expérience que j'ai, je me suis dit, oula, ce nombre de mailles pour le tour que j'ai envie d'avoir, ça va pas le faire. Donc j'ai choisi de faire la 3e taille. Je pense que mon fil était un peu plus fin, mais j'ai quand même tricoté en 8 et en 10. 8 pour les côtes et 10 mm pour le corps. et voilà, donc j'ai monté la 3e taille, ça avait l'air d'aller. Et voici mon pull. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous reconnaissez peut-être la laine. Donc pour le fil, c'est cette qualité-là. Bon, j'ai pris une pelote qui était à la boutique, hein, c'est pas la bonne couleur, mais c'est la qualité Trust de Wool Addicts. Et c'est une qualité que j'aime beaucoup parce que c'est une 100% naturelle. C'est 55% alpaga super fine et 45% merino extra fine. Et du coup, c'est des pelotes de 50 grammes, 75 mètres, qui se tricotent à partir de 8 mm. Donc voilà, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Elle est très douce, elle est très chaude. Et je me tricoterais bien 3 pulls de plus parce qu'il y a beaucoup de couleurs et j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a. Et donc le coloris bordeaux, c'est celui que j'avais à la maison. Donc le voici. Donc, vous voyez, il a un peu vécu. Et puis surtout là, je l'ai porté non-stop depuis 10 jours que je l'ai fini. Donc voilà. Mais c'est malgré le fait que l'autre gilet, je l'avais déjà beaucoup porté, que je l'avais beaucoup lavé et que je l'ai détricoté et retricoté pour une qualité qui est de ce genre mousseuse et tout, et je trouve qu'elle a vraiment bien vécu. Alors je pense que le retour à la caméra est plus dégueulasse que ce que j'ai en réalité, mais voilà. Donc j'ai tricoté le pull, je l'ai essayé. Par contre, comme vous voyez, j'avais pas eu assez de laine dans mon coloris principal, donc je suis venue à la boutique et j'ai pris un coloris. Alors j'avais plus le bordeaux et surtout j'avais peur que ce soit pas le même bain et que ce soit moche de pas mettre le même bain. Donc ce que j'ai fait, c'est pris un coloris qui m'allait bien au teint et qui allait bien avec cette couleur. Et vous voyez la différence, ça c'est la nouvelle laine récemment tricotée et ça c'est la laine qui a vécu. Donc je pense que c'est quand même raisonnable de dire qu'elle tient quand même bien la route. Et puis après, donc j'ai fini mon col et tout, je l'ai essayé et je trouvais qu'il était un peu court au niveau du corps. Donc j'ai relevé des mailles. Comme il était en bottom-up, j'allais pas m'amuser à les tricoter et tout ça. Donc j'ai tout simplement relevé des mailles sur la bordure, sur le montage de mailles ici. J'ai relevé des mailles sur le bordeaux et j'ai fait des côtes à la suite. Donc ça fait un petit effet de coupure comme ça, mais ça me dérange pas, puis d'autant plus que là je vous le montre, mais c'est un pull que je vais pas porter, que je vais vraiment porter que à la maison, et que je ne porte que à la maison, donc voilà le rendu que ça fait, et voilà l'ensemble du pull.
Donc j'ai volontairement fait, je l'ai pas bloqué parce que pas la peine, et j'ai volontairement fait les manches, alors j'ai rallongé les manches par rapport à ce que Justina, pourquoi Justina, par rapport à ce que Sari demande dans son patron. Si vous le faites, tenez compte qu'il est très court, hein. Elle donne 30 cm pour les manches et 30 cm pour le corps. Peut-être que elle, son raglan est plus profond et du coup ça permet d'aller un peu plus bas. Mais si vous regardez dans le patron, les manches, elles lui arrivent bien... Non, peut-être pas aussi courtes, mais elles lui arrivent bien au bracelet comme ça. Donc moi, j'ai quand même rallongé de 10 cm les manches pour que ce soit pas non plus des manches... voilà. Mais j'ai quand même volontairement laissé des manches... moi, elles doivent m'arriver ici à peu près. Parce que je me suis dit, c'est un pull pour la maison, je vais faire le ménage, je vais faire la vaisselle, je vais faire des trucs. J'ai pas envie de devoir remonter mes manches tout le temps. Donc du coup, il est chaud ici, mais du coup, il est pratique au niveau des manches. Si je l'aime beaucoup, et je pense que je l'aime beaucoup déjà, alors que ça fait très peu de temps que je l'ai, je pense que je vais m'en faire un autre. Et je pense que je vais m'en faire un autre en multicolore, en rayure, avec les pelotes qui me resteront là quand l'été approchera. Les collections d'été approcheront. Si j'ai des pelotes qui traînent, qui sont dépareillées, on va dire, bah, je les garderai et je me referai ce pull là. En rigueur color block, j'ai mis 7 pelotes pour ce pull. J'avais presque 6 pelotes du bordeaux et j'ai rajouté une rose. Il me reste une boulette grosse comme ça du rose, donc je dois avoir quoi, 3 grammes ou quelque chose comme ça du rose. Donc avec 7 pelotes, j'ai fait ce pull. Sachant que c'était de la récup et que je suis bien contente de l'avoir sorti de mon stash et d'avoir un super beau pull, enfin beau, je sais pas s'il est beau, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mes projets finis. Donc, passons aux projets en cours. En cours, vous allez rire parce que vous avez bien vu que je n'ai pas fini mon gilet vert. Mon gilet vert qui était qui est le Dolin de Thea Coleman, que j'avais monté en Caston du 25 décembre de 2021. Je vous l'avais montré, mais je crois que je vous avais pas montré, il me semble que je vous avais pas montré la manche finie. Donc la dernière fois, je pense que je vous avais montré le devant et pas, je sais plus, je crois que je ne vous l'avais pas montré comme ça. En tout cas, j'ai fini la première manche, j'avais monté le premier panneau, donc j'ai fait la couture sur le côté, j'ai fait la couture sur l'épaule, donc c'est un gilet qui se tricote en bottom-up aussi. Je me dis non, je fais que du bottom-up, et en plus je le choisis pas, hein. Moi je regarde pas ça sur les patrons, je regarde que le patron me plaise, et là pour le coup, je suis tombée que sur des bottom-up. Ça faisait hyper longtemps que je tricotais pas des bottom-up, et voilà, c'est le hasard. Donc c'est un bottom-up, on fait le dos, les deux devant, on fait les coutures et après on relève les mailles pour faire les manches. Donc ce que j'ai fait pour me motiver, parce que si vous vous souvenez ou si vous avez regardé l'épisode précédent, j'avais dû détricoter un devant, donc je me suis dit je vais le faire la couture, je vais faire la manche, ça va me motiver. J'étais super motivée. J'avais bien commencé l'autre demi devant pour le finir et tout ça, sauf que je l'ai fait avec ma famille ici à Noël, et en fait ça ne va pas du tout, les diminutions sont pas du tout pareilles. J'ai re-regardé hier le patron, en fait j'avais modifié les diminutions. Sauf que, comme je suis moi, je n'ai pas noté ce que j'ai fait. Je me l'ai noté mentalement, en me disant je vais le faire à la suite, sauf que je l'avais fait à la suite et j'avais dû le détricoter et après je l'ai fait à la suite et après je l'ai lâché et maintenant je me souviens plus ce que j'ai fait. Donc il faut que je reprenne ce week-end le patron, que je relise mon truc et que je refasse bien, parce que là ça ne coïncide pas et je vais avoir deux devants différents et ça c'est l'horreur pour moi en tout cas. Donc du coup il faut que je défasse à peu près jusqu'ici, donc il faut que je défasse tout ça et que je recommence et que je me retrouve et que je le fasse d'un seul coup comme ça. Bon, ça va vite parce que vous avez vu le devant il est pas très large, donc ça va vite, et comme ça je pourrais faire la couture, faire ma manche, relevage de ma patte de boutonnage et ce sera fini. Mon dieu, ce truc, j'en peux plus de le voir, j'en peux plus de le tricoter, j'en peux plus. Non, en vrai il est très agréable à tricoter, j'aime beaucoup tricoter le panneau, donc c'est vraiment très amusant et rien à dire. C'est juste que il faut que j'arrête de... Il y a les marqueurs qui tombent en plus. Il faut que j'arrête de le mettre de côté, mais c'est vrai qu'à Noël, c'était pas
c'était pas famille compatible dans le sens où c'était pas... Comme j'étais dans mes modifications et tout ça, je pouvais pas trop bien parler et suivre la conversation et suivre mon patron, et j'ai essayé quand même de le faire. Donc c'était un fail, donc je recommence. Pour la laine, j'utilisais la Wild Wool de Erika Knight. Donc, est-ce que je peux vous montrer un écheveau? Pardon pour le bruit. Donc c'est cette qualité-là, la Wild Wool. Et c'est le coloris 05. Depuis quelques temps, ils ont un peu des problèmes de réassort, donc j'arrive à en avoir que de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup de stock de cette qualité. Donc, mais c'était une très belle qualité que j'aime beaucoup tricoter aussi. Et bon voilà, j'espère le finir au moins pour pouvoir le porter quelques fois avant que l'hiver se termine. et voilà, pour pouvoir l'avoir. Dans d'autres projets en cours, j'ai pas beaucoup de projets en cours parce que j'ai pas mal fini de trucs, donc finalement j'ai pas énormément de projets en cours, mais j'en ai quand même encore 2 autres. Je vais vous montrer, ouais, je vais vous montrer celui-là. Donc, ma mère et mon père sont venus pendant, enfin là, la période de Noël, et avec ma mère, ma mère a regardé un peu les livres que j'avais dans ma bibliothèque, mes livres de tricot, et elle a pris, je ne l'ai pas apporté parce que pour tout vous dire, quand je viens à la boutique avec mes tricots, il faut que je vienne avec 1 ou 2 sacs comme ça, donc j'avais pas la place de tout apporter. Mais elle a feuilleté un livre que m'avait offert Patricia, et qui est le Shetland de Mary Wallin. Donc c'est un très beau livre si vous connaissez Mary Wallin, et si vous connaissez ce livre-là, je vous mets le lien en description aussi. Et avec de magnifiques patrons, et ma mère étant fan de Mary Wallin depuis hyper longtemps, et étant fan des laines Shetland, des jacquards et tout ça, elle m'a dit « Ah, il faudrait trop qu'on fasse un jour un patron de Mary Wallin et tout », donc on en parlait. Et on est tombé sur l'écharpe qu'il y a dans le livre, et j'ai dit à ma mère, bah, pourquoi on ferait pas un cal toutes les deux. En plus, elle voulait faire un cadeau à une amie qui tricote aussi, donc pourquoi on ferait pas un cal, et on ferait l'écharpe toutes les 3 pendant toute l'année. Donc on se donne 1 an pour la faire, et comme ça, ça nous motive, parce que c'est vrai que les projets en jacquard, c'est sympa, mais souvent c'est long. Donc moi, la faire toute seule, je me serais pas lancée, mais le fait, pas par difficulté ou par quoi, mais parce que j'aurais eu peur de me lasser et de pas la finir. Ça m'arrive souvent avec les patrons en jacquard, parce que comme c'est répétitif souvent, bah, du coup, une fois que j'ai fait 1 ou 2 motifs, je suis arrivée à la partie fun, et j'ai fait la partie fun, et après il faut répéter. Donc du coup, parfois, ça me démotive. Donc là, avec ma mère, on s'est dit, allez, on se motive, on le fait toutes les 3. Et puis finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que on ferait... Donc on a divisé la longueur de l'écharpe par 12, et on va faire tous les mois, on va faire une section, on va faire le nombre de centimètres, je crois que c'est 13 cm ou 12 cm de l'écharpe, de façon à ce que d'ici la fin de l'année, on soit sûr d'avoir fini le projet. Donc on a acheté les laines parce qu'on a acheté les mêmes couleurs, ou à peu près les mêmes couleurs. S'il n'y avait pas des couleurs, on a juste pris un équivalent ou un similaire. On a acheté les laines, et début janvier on les a reçues et on a commencé. Donc là on a toutes les 3 fini la première section de janvier, et on attend février avec impatience pour pouvoir continuer la suite. Donc c'est une écharpe qui se tricote en tube, donc c'est une écharpe circulaire qui après va être cousue. Donc là c'est la base de l'écharpe, elle va être cousue ici, et du coup ce sera une écharpe double, donc bien chaude. Et voici le jacquard. Donc c'est un jacquard très simple, bicolore, avec des motifs très très simples, donc c'est hyper rapide à faire, hyper plaisant à faire. Et moi je l'ai monté sur une aiguille 3,5 en 40 cm, donc c'est comme si c'était un bonnet. Et c'est parfait, c'est très agréable. Je le fais comme d'habitude avec mes aiguilles Symphonie en bois de chez Knit Pro. Et c'est hyper plaisant, les couleurs sont très belles. Alors c'est marrant parce que en même temps c'est très moins dans les couleurs, et en même temps c'est pas forcément des couleurs que j'aurais choisies et que j'aurais mis ensemble. Donc c'est cool. Et voilà, et donc là après, la prochaine section c'est la même chose, mais le négatif de ça, c'est-à-dire que si là le dessin est rose foncé et le fond est rose clair, la section suivante ce sera l'inverse, ce sera vert clair et vert foncé. Enfin, c'est le négatif en fait de ça, et puis au fur et à mesure après ce sera de la répétition de tout ça. Donc très très chouette. On est très contente de faire ça pour le moment, on est très motivés.
Et j'espère que ça va durer, qu'on l'aura fini et qu'on pourra vous mettre une photo en décembre avec les 3 écharpes finies. C'est un projet que je vous montre maintenant parce que c'est un nouveau truc, mais je vais pas vous le montrer à chaque épisode de podcast parce que c'est tout le temps la même chose. Donc je vous le montrerai fini dans un an, dans 11 mois, à la fin de l'année, pour vous montrer le projet final. Donc je sais plus comment il s'appelle le patron, mais je vous le mets également dans les notes. Et c'est un patron de Mary Wallin du livre Shetland. Je pense que vous pouvez l'acheter individuellement sur Ravelry, je pense. Et je pense qu'il est uniquement en anglais. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déjà rentré mes fils ou fait des petits nœuds au fur et à mesure. Comme ça, j'aurai pas tout à rentrer. Même si je pense que je vais juste les couper un peu et que je vais pas... Enfin, je les ai légèrement rentrés sur 2-3 mailles. Et je couperai après un peu les fils, mais je vais pas les rentrer. Je vais les laisser comme ça dans l'écharpe. Je couperai un tout petit peu plus et puis voilà. Et donc voilà, donc l'écharpe en jacquard. Donc ça c'est le caston et le cal avec ma mère et notre amie. Et c'est super chouette. Et pour le dernier projet, c'est un projet que j'ai commencé en début de semaine, quand j'ai fini mon gros pull bordeaux. Et c'est le projet, donc c'est le Maja sweater ou cardigan de Ellen Magnusson. Donc c'est un Maja ou Maja, je sais pas comment ça se prononce. C'est un patron gratuit qu'elle a fait en lait de lopi et c'est un gilet avec beaucoup de jacquard sur le bas, sur les manches et en yoke. Et c'est un circulaire bottom-up, bien sûr, sinon c'est pas marrant, bottom-up qui est stické, donc qui est coupé en deux pour être transformé en gilet. J'ai commencé ce gilet, parce qu'il me plaisait déjà beaucoup depuis qu'il est sorti, mais j'ai vu dans le podcast d'une personne anglophone qui habite à Édimbourg qui s'appelle... Enfin, son podcast s'appelle Créa Béa, donc je vous le mettrai aussi sur YouTube, et elle a tricoté ce pull-là 2 fois. Un en version pull, donc sans sticker, et une autre en version gilet, si je me trompe pas. Mais elle les a fait en bicolore uniquement. Parce que Ellen Magnusson, elle l'a fait en 5 ou 6 coloris, et c'est vraiment très coloré, très joli d'ailleurs. Mais quand j'ai vu cette version bicolore, j'ai vraiment flashé sur le modèle. D'ailleurs, quand j'ai vu le modèle tricoté, je savais pas que c'était le Maja. Je ne l'ai pas reconnu, tellement il est différent. Et puis, elle l'avait pas fait non plus la partie du bas. Donc je me suis dit, mais c'est trop beau, il me fallait pile ça. Et en plus, j'avais une laine dans mon stock que j'avais envie de tricoter, mais que je savais pas quoi en faire parce que c'est une laine très particulière. Et du coup, quand j'ai vu ça, je fais, ah, mais c'est ça qu'il me faut pour cette laine-là. Donc j'ai monté mon patron, j'avais monté la manche. C'était trop petit, j'ai défait, j'ai remonté, c'était encore trop petit, j'ai défait, j'ai tricoté ma manche parce que la manche, il y a un gros panneau de jacquard ici. Donc j'ai fait mon panneau de jacquard, qui me paraissait bizarre, mais bon. Parce que Ellen Magnusson, elle vous fait commencer par les manches. Donc je suis allée au diagramme, à la partie diagramme, j'ai commencé le diagramme, et c'était un diagramme qui n'était pas symétrique. Je me disais, mais c'est bizarre, le dessin, je le fais, mais il y a des petits endroits où ça fait un truc bizarre sur le diagramme. Je finis ma manche ou presque, et quand je regarde le diagramme, en fait, je suis en train de suivre le diagramme du corps au lieu du diagramme de la manche. Donc du coup, ça n'allait pas. Et du coup, j'ai dû défaire ma manche. Donc j'ai défait ma manche et je me suis dit, j'ai pas le courage de remonter une 5e manche. Bon, j'avais monté que les côtes au début, mais bon, tout de même, j'avais pas envie. Donc je me suis dit, je vais monter le corps. Donc j'ai monté le corps, j'ai fait mes côtes, j'ai fait mon tissu en... Donc moi, je suis en train de le tricoter en 5,5 pour ma laine. Alors que je crois qu'Ellen Magnusson, elle recommande du 4,5 ou du 5. Mais comme c'est une laine très particulière, j'ai décidé de le bloquer. De bloquer, j'ai dû faire 10 cm et là je l'ai bloqué et je l'ai laissé sécher à la maison. Je comptais la porter, mais je l'ai oublié. Donc bon, c'est rien d'intéressant, ce sont des côtes et du jersey, 10 cm, rien de particulier. Mais j'avais envie de vous montrer un peu le tissu que ça faisait. Parce que, comme je vous disais, c'est une laine très particulière. C'est une laine qui m'avait été offerte lors d'un swap. Donc la personne qui m'avait offert le swap, contexte, à Noël, donc pour la période de Noël, avec le groupe d'amis, on se fait toujours un swap. Enfin, depuis toujours, non, mais depuis quelques années, on se fait un swap pour les fêtes.
Et c'était le swap de 2019 parce que c'était le swap où on s'était vu en présentiel. Parce que celui de 2020, on l'a fait en visio. Et celui de cette année, on l'a fait en présentiel aussi. Donc c'était celui de 2019. Et la personne qui m'a fait offert, enfin qui avait... Parce qu'on fait un swap qui est secret, donc on ne sait pas qui offre qui. Donc la personne qui m'avait offert le swap m'avait inclus ceci. Donc un écheveau de 100 grammes de cette qualité qui s'appelle Siritogi ou Siritogu, qui est de la laine hyper rustique. Alors rustique, il n'y a pas plus rustique que ça. Et quand je dis rustique, c'est que ça gratte à fond. Des îles Faro, je ne sais pas comment ça se dit en français. Donc c'est de la laine Pure Forest Wool with Natural Lanolin. Donc désolé pour mon anglais pourri et l'accent étrange, mais c'est une laine riche en lanoline qui est une laine pure des îles Faro, voilà. Désolé. Donc du coup c'est une worsted parce qu'il y a 100 grammes, 165 mètres et c'est le coloris 28 pardon, et c'est 3 brins. Et voilà, c'est une laine très... Alors c'est un écheveau qui est plié en deux. Donc voilà comment ça se présente. Enfin c'est même pas un écheveau, c'est un tortillon de laine. Mais si, c'est un écheveau qui est plié en deux, qui est replié en deux. D'accord, donc c'est ça. Et en fait, elle est tellement rustique. Elle est poilue. Il y a des petits poils en fait de poils plus durs qui viennent vraiment gratouiller et tout. Et elle est très... je pense... Sincèrement, et mon Dieu, vous savez si j'aime les laines rustiques et vous savez si j'en vends et si c'est un produit que je défends et tout, mais alors là, ça y va. C'est pour ça que c'est une laine que j'ai du mal à trouver un projet et que je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, pour vous dire que cette laine est très rustique et que la personne m'avait offert un seul écheveau. Donc, avec un seul écheveau de cette qualité... Je vous avoue que moi je savais pas quoi en faire parce que j'allais pas me faire un bonnet, j'allais pas me faire une paire de chaussons, ça aurait pu être une paire de moufles, mais j'y ai pas pensé. Donc du coup à ce moment-là je me suis dit je vais acheter une quantité pull. Je regarde juste l'heure parce que je comprends pas quelle heure il est. Ah oui. Donc je me suis dit je vais m'acheter une quantité pull, je me ferai un pull. Sauf que voilà, depuis 2019 j'ai la laine, j'avais pas encore décidé ce que j'allais faire. Et quand j'ai vu cette version de Maja bicolore, je me suis dit c'est ça que je vais faire. Donc moi mon idée c'est plutôt de faire un cardigan que je mettrais sur pas en veste mais un truc un peu ample, un peu plus grand parce que je vais utiliser toute la laine de ça parce qu'après je saurais pas quoi en faire. Et du coup pour le jacquard j'ai choisi de faire du jacquard avec la Manchilopi. Ce sont des laines hyper différentes mais qui marchent très bien. Je vais vous mettre peut-être la photo de la story que j'avais mis sur Instagram quand j'avais montré la manche que j'avais tricotée. Ça rend très bien, c'est des laines qui marchent très bien ensemble. Ça donne un côté texturé différent et puis c'est très beau. Et la Manchilopi, j'avais envie de la tester forcément parce que depuis le moment que je vous la présente sur les réseaux, j'avais forcément envie de la tricoter. Donc la Manchilopi, c'est de la laine non filée, comme la Pleutulopi de Istex, de Lopi. Donc c'est la laine non filée que si je tire, va casser facilement, mais qu'une fois tricotée et que si on la tricote correctement, n'a aucun souci de cassure. D'ailleurs, toute cette partie-là que vous voyez ici, c'est ce que j'avais détricoté de la manche, et vous voyez, ça n'a pas cassé, j'avais pu la détricoter parfaitement, et la retricoter parfaitement. Donc ce sont des cakes de 100 grammes, 480 mètres, 240 mètres si vous la tricotez en double, et qui vient déjà enroulée sur elle-même en double fil. Donc c'est-à-dire, bon là je les ai tricotés ensemble, donc ils se sont un peu tassés ensemble, mais si vous voyez, le fil il vient déjà double, donc c'est super. Je ne conseillerais pas trop de le tricoter ensemble, sauf si vous tenez vraiment à le tricoter ensemble, mais ensemble je pense qu'il est encore plus fragile et que ça fait des vêtements peut-être trop fins. Donc en double c'est parfait, en plus elle se prête à beaucoup d'échantillons différents, ça va entre un échantillon DK et un échantillon Aran, donc entre 22 et... allez, je sais pas, 15 mailles, ça peut aller.
Et voilà, c'est vraiment... Donc c'est du mérinos. Quelle est la différence entre la Plotulopi et la Manchilopi? C'est ce qu'on m'a demandé le plus souvent. La seule différence, c'est la qualité. Et le fait, voilà, qu'elle vient déjà préparée en double pour la tricoter en double. La qualité ici, c'est du 100% mérinos espagnol. C'est les producteurs de Wool Dreamers qui le font. Et Wool Dreamers, c'est une marque espagnole qui, en fait, c'est une filature. Je vous donne, je pense que c'est une belle histoire, donc ça vaut la peine que je prenne le temps de vous contextualiser tout ça. Le mot du jour, contexte. Ça vaut la peine que je vous fasse un peu une intro. Parce que donc c'est Ramon et Oscar qui sont deux beaux-frères, entre eux, oui, ils sont beaux-frères, qui ont eu cette envie de créer des fils en 100% espagnol, parce que la famille de Ramon, ils doivent avoir, c'est des gars qui doivent avoir mon âge, la trentaine, la petite trentaine, quelque chose comme ça, donc des gens hyper dynamiques et hyper motivés, pas parce que les plus anciens ne le sont pas, mais voilà. Ce sont donc Ramon fait partie d'une famille qui a toujours travaillé dans la laine, dans l'industrie de la laine, parce qu'il a une filature, où il travaille dans une filature qui a fait des tapis en laine depuis hyper longtemps. Je pense que ça fait au moins, pas un siècle, mais au moins peut-être 60 ans ou 70 ans. Et du coup, dans la filature, ils font tout. Ils font le tri de la laine, ils font le lavage, ils font le filage, ils font le produit fini. Donc lui, je pense que dans cette envie, enfin, il a grandi dans le milieu, il connaît tous les bergers, il connaît tous les élevages, il connaît toute la vie de la filature, comme c'est une filature qui travaille vraiment du début à la fin le produit, il la connaît, il les côtoie au quotidien, il a la main sur les belles laines, sur les élevages qui gardent et qui conservent le mérinos espagnol original, on va dire, depuis le début. Enfin voilà, il a beaucoup de connaissances et beaucoup de réseaux. Et du coup, il s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à faire un fil qui est traçable, qui a un kilomètre très bas et qui en plus on valorise le mérinos espagnol, parce que autant le mérinos c'est la qualité la plus connue et la plus utilisée dans le monde, mais le mérinos espagnol fait en Espagne n'est pas vraiment valorisé, à part pour la marque que vous connaissez peut-être déjà, parce que je vous l'ai présentée plusieurs fois peut-être, qui est Delana. À part Delana, il n'y a pas beaucoup de... Et encore, c'est une petite marque, et ils ont du mal à se faire du chemin et tout, donc... Ramon s'est dit, c'est l'occasion de faire de l'innovation et de vraiment valoriser ce produit et cette laine qui travaille tous les jours et qui pour lui fait partie de son quotidien. Et en faisant ça, il m'a contacté directement en me disant qu'il voulait avoir quelques boutiques en Europe qui travaillent, donc une boutique par pays pour le moment, parce qu'ils font encore des petites productions, pour représenter un peu leur fil à l'international. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'envoie des échantillons, il m'a tout envoyé et il m'a montré donc le produit qui a été pour moi le produit coup de cœur et qui a fait que je les ai rentrés en boutique, qui est la Manchilopi. Donc la Manchilopi, c'est tout simplement une inspiration des fils Lopi, donc des fils non filés de la Plotulopi, mais en mérinos espagnol. Ce qui fait qu'on a la qualité du mérinos espagnol, la douceur, le gonflant, la légèreté de ces fils-là, qui n'est pas ce qu'on trouve dans la Plotulopi, puisque la Plotulopi c'est du fil islandais, donc le mouton islandais a une fibre beaucoup plus particulière, beaucoup plus rustique, beaucoup plus grattante. Vous pouvez très bien tricoter tous les patrons qui sont faits en Plotulopi, vous pouvez très bien les tricoter avec ces fils-là, mais vous pouvez tricoter n'importe quoi d'autre avec ces fils-là, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de prendre un patron qui a été conçu pour de la Plotulopi. Vous pouvez, comme faire moi, du jacquard, j'ai des clientes qui ont fait des pulls, qui ont fait... d'ailleurs, j'ai des clientes qui sont en train de faire un des derniers de Orlan, de Tête Bêche, qui a des petites torsades comme ça. Enfin, ils se prêtent vraiment à être tricotés dans ce que vous voulez. Des châles, par exemple, j'ai très envie de me faire un châle dedans. Donc voilà, et si en plus vous craignez un peu la laine islandaise, du coup là vous avez ce côté doudou, douceur.
Et en plus, vous êtes en train d'aider à la valorisation d'une qualité européenne, d'une marque qui est jeune et qui a très envie de bien faire et qui fait très bien, d'un produit qui a un kilométrage très bas, puisque tout est fait à moins de 10 km de chez eux, aussi bien l'élevage du mouton que le produit final, et le seul kilomètre qu'il y a, c'est de chez eux à moi et de moi à vous. Donc c'est quand même un produit voilà, assez local, local pour eux, mais pour nous ça reste quand même plus c'est international, mais si ça venait de Lille, ça ferait le même nombre de kilomètres, parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont pas loin de Madrid, donc c'est au milieu de l'Espagne, donc voilà, c'est quand même très proche géographiquement de nous. Et moi, vous savez que comme je suis espagnole, bah du coup pour moi c'est des choses que j'aime mettre en valeur et que j'aime travailler, et que je travaille avec beaucoup d'amour, parce que ça me fait le lien avec mon Espagne qui me manque, et du coup bah c'est cool aussi, et ça fait de chouettes rencontres, parce que vraiment les gars ils sont très sympas, et on a la même passion qui est notre travail, et qui est la fibre et qui est la laine, et du coup c'est vraiment de chouettes rencontres. Donc ce fil-là existe que en coloris naturel pour le moment, mais le 3 février, on a 3 coloris qui viennent intégrer la gamme. Je pense que leur idée, c'est voilà, au fur et à mesure de créer une palette de couleurs assez riche. Donc là, on va avoir un bleu ciel, un vert pâle et un rose pâle qui vont venir en nouvelles couleurs à partir du 3 février. Donc je les mettrai en ligne, et vous pourrez aussi les consulter et les tricoter à souhait. En plus, c'est une laine qui est pas chère, parce qu'on est à 7€ et quelques, 7,20€ ou 7,50€ les 100 grammes. Donc là, j'ai une cliente qui en a pris 3 hier pour faire un pull. Elle en avait pour 22€, même pas, pour un pull en pure laine mérinos. Franchement, je sais pas, il faut vraiment pas se priver, quoi. C'est très chouette. Donc voilà, j'ai fait un peu le côté nouveauté / vente / commercialisation de ça, mais c'est un très beau produit, et puis voilà, je pense qu'il va vous plaire. Et je sais qu'il vous plaît déjà pour les personnes qui l'ont déjà testé et qui l'ont déjà acheté. Je sais que voilà, vous avez eu le coup de cœur comme moi. Et beaucoup attendaient ce genre de produit, parce que c'est vrai que ce genre de produit, on les trouvait plutôt dans des laines rustiques. Que je pense à la Plotulupi, ou que je pense à la Nutiden de Oné Crocher ou un truc comme ça. C'est une petite filature suédoise qui fait de très belles teintes, aussi dans de la laine non filée, mais moi de l'avoir tricoté, je sais que c'est un fil aussi qui est un peu plus rustique, même s'il reste plus doux que la Plotulupi, mais là on est vraiment sur de la douceur totale, et du coup bah voilà, ça permet aussi aux personnes qui avaient envie de se rapprocher de ça, même si pour le moment là, la palette de couleurs illimitée, mais ça va venir. Voilà, et comme il me reste plus qu'un quart d'heure et il faut que je mange aussi, parce que je suis dans ma pause de midi, je vais finir donc par vous présenter mon prochain encours que je vais castonner ce soir, parce qu'il faut que j'attende que mon pull sèche. Donc pour le pull, pour en venir et finir avec le pull que je vous ai pas apporté, de Helen Magnusson, je vais attendre à ce qu'il sèche, je vais le bloquer, enfin je vais le essayer, donc je veux un truc qui soit un peu ample. Je l'ai tricoté en 5,5 en disant que la laine allait compléter un peu les trous-trous, et je pense que ça va être le cas, et je pense que je vais le laisser comme ça en fait. Je me tâtais et tout, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Ça fera quelque chose de moins dense et moins, peut-être plus souple à porter, et peut-être voilà. Sinon l'autre possibilité que je me donnais, c'était de la doubler avec du mohair. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai apporté aussi un écheveau, parce que je vais voir s'il y a des mohair qui iraient bien en termes de couleur. Et peut-être que je vais la doubler avec un mohair. Donc je vous donne des nouvelles pour le prochain épisode, et on fera un petit point, je vous montrerai. Mais j'en avais un peu marre hier. De détricoter, j'avais mon gilet vert qui avance pas, et puis le soir je suis fatiguée pour calculer tout ça, j'en avais pas envie, j'avais envie de faire un truc zéro cerveau, puis j'avais pas, et en plus j'avais envie de monter mon projet que je vais monter ce soir, et que j'avais oublié en boutique parce que c'est de la laine que j'avais commandé. Bref, donc je vais commencer dans la langue Yarns Grace, le même châle que j'ai tricoté à ma mère pour son 60e anniversaire, parce que je l'ai vu à Noël, elle le portait tout le temps, et je me suis dit pourquoi je n'ai pas le même, il faut que j'arrête ça, il faut que je me commande la laine. Donc tout de suite, la première commande de janvier, je me suis recommandé la laine. Donc moi par contre je vais le faire dans le coloris 48, qui est un vieux rose rouge rosé, très beau, qui je pense m'ira bien.
Et pour le souvenir, c'est le châle Betula de Melody Hoffman que j'avais fait dans cette qualité-là en 6 mm, ou en 6 mm je crois. Et j'avais utilisé 6 ou 7 pelotes, 7 de souvenirs, et que je vous ai jamais montré parce qu'en fait je l'ai offert à ma mère, mais je vous avais parlé de la qualité. C'est une qualité qui est un mélange de soie et de cachemire, donc là je me fais un beau cadeau aussi. 60% soie, 40% cachemire, donc la chaînette, c'est une chaînette, donc la chaînette est en soie et on a soufflé le cachemire à l'intérieur. C'est un petit bijou, mais j'ai envie d'avoir le même. Je suis jalouse du châle que j'ai fait à ma mère et je vais le faire. Ce que je vais faire aussi, c'est que si ça vous intéresse, je vais dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement quand, ou peut-être quand je l'aurai avancé un peu plus, que j'aurai pu prendre des photos, je vais vous le proposer. Je vais vous le proposer en kit, en boutique en ligne et en boutique. Parce que c'est facile de précommander et je vous mettrai 2-3 couleurs où vous pourrez choisir, ou je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je pense que je vais vous le proposer parce que même si c'est un châle qui revient, j'ai calculé, je crois que c'est 120 et quelques euros, mais c'est une très belle pièce, c'est un châle très doux à porter, j'ai vu ma mère la porter tout le temps et c'est léger, c'est chaud, c'est agréable à tricoter en plus et ça va vite. Il a tout pour plaire, donc je pense que ça pourrait vous plaire aussi, et du coup je vais vous le mettre aussi en boutique bientôt. Donc voilà, ça je vais le castanner ce soir. Et la dernière chose que je voulais vous montrer en petite nouveauté de la boutique, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux cette semaine, c'est la nouvelle lessive que j'ai rentrée pour la boutique. Donc c'est la lessive Peacock, qui est une marque française, donc c'est un produit fait en France à base de 95% de produits d'origine naturelle, dont certains bio, comme l'aloe vera, l'extrait d'aloe vera qui est à l'intérieur. Ce sont des formats de 1 litre et il calcule à peu près 25 doses pour des machines à laver. Je pense que si vous l'utilisez pour la laine, qui est le but du fait que je le vende ici, vous en avez pour beaucoup plus, pour des blocages de pull, etc. C'est un produit que j'ai testé pendant tout le mois de décembre. Je l'avais vu passer, je ne sais plus où, et je me suis dit, tiens, il faudrait, parce que ça fait un moment que je me tâtais de rentrer une nouvelle marque de lessive, pour la simple raison que Eucalan, ça vient quand même de l'étranger, que souvent il est en rupture chez mon fournisseur, mais aussi parce que les formats sont quand même petits. Il y a le format de 100 ml, il y a le format de 500 ml, et moi personnellement, le grand format me dure moins de 6 mois. Donc ça fait quand même des flacons et des flacons et des flacons que j'utilise depuis 5 ans. Et je me dis, j'aimerais avoir quelque chose déjà de fait en France, où je pourrais avoir un réassort plus facile. J'aimerais avoir aussi un produit le plus naturel possible, ou en tout cas respectueux de l'environnement, et éventuellement même avec une formule en vrac. Donc Peacock répond à tous ces besoins que j'avais comme consommatrice principalement, pas comme boutique uniquement, mais vraiment comme consommatrice, parce qu'avant tout l'avantage de mes produits, c'est que je les consomme moi aussi, donc je peux avoir un recul également comme utilisatrice de ça. Et Peacock du coup répond à ça parce que c'est fait en France, parce que c'est naturel, parce qu'il y a l'option aussi d'avoir du en vrac. Donc la version en vrac, c'est des formules. Donc moi, l'idée en fait, c'est que une fois que vous avez fini votre flacon, vous puissiez venir en boutique et le remplir en boutique. Ils vendent des grosses je sais pas, des gros pots en fait, avec des, je sais pas comment ça s'appelle ça, comme vous savez, il y a une petite fermeture et vous pouvez, c'est comme dans les boutiques en vrac, hein, pour les liquides, pour l'idée d'essayer d'avoir essayer de consommer moins de plastique, tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça long, mais c'est facile. Donc il y a trois parfums. Là, c'est par exemple éclat d'iris qui est poudré, frais et délicat. Donc ça sent le linge propre, basiquement. Après, il y a fleur d'oranger qui sent la fleur d'oranger. Et il y a bois mythique qui sent un peu le bois. Enfin, il y a un peu de pin. C'est plus végétal comme parfum et qui sont très bons aussi. Moi, j'ai testé surtout fleur d'oranger parce qu'elle m'avait envoyé des échantillons et c'était surtout de la fleur d'oranger et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, la Fédimus, l'écharpe Fédimus, je l'avais bloquée avec et vous voyez que nickel, souplesse et tout, malgré le fait que c'est une laine
non superwash. Et elle garde encore un tout petit peu le parfum. Il garde le parfum un peu plus longtemps qu'avec le Calan, mais c'est des parfums qui sont tellement légers que personnellement ça me dérange pas. Il mousse pas beaucoup, ce qui est agréable pour les lainages parce que je trouve que quand ça mousse beaucoup, du coup il faut beaucoup les manipuler, beaucoup les rincer, et du coup on a tendance à plus déformer ou abîmer l'ouvrage. Donc là ça mousse pas beaucoup, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. En plus il y a la petite dosette, donc tiens, celle-ci elle est cassée d'ailleurs. Bon, je la garderai pour moi. Il y a la petite dosette pour que vous puissiez mettre la quantité qu'il faut. Vous pouvez l'utiliser en machine, vous pouvez l'utiliser pour d'autres vêtements parce que c'est pas un vêtement conçu pour la laine uniquement, contrairement à Eucalan qui est riche en lanoline. Là, il n'y a pas de lanoline. Donc, si vous êtes allergique à la lanoline ou vous n'en avez pas forcément besoin qu'il y en ait, vous pouvez très bien l'utiliser. Personnellement, j'ai pas trouvé de différence entre ça et le Calan. Même si je pense que le Calan, je vais le garder pour les lainages non superwash. De temps en temps, je les laverai avec le Calan de façon à les enrichir un peu avec la lanoline. Mais j'ai lavé ça, j'ai lavé mes chaussettes en machine, c'est sorti nickel. J'ai lavé plusieurs pulls, j'ai bloqué plusieurs ouvrages. Tous les derniers là que j'ai fait avec ça. Donc les dernières machines aussi. Donc franchement, pour le moment, so far so good. C'est un très beau produit. Et je l'ai en boutique et il a l'air de vous intéresser. Vous allez me faire un retour, vous me direz. Et puis si tout continue comme ça et qu'il vous plaît, je rentrerai la formule en vrac uniquement du coup pour la boutique physique. Pour cet esprit un peu d'économie, d'écologie tout simplement, et d'économie de plastique. Donc voilà pour les petites nouveautés, voici pour tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le cadre nouveau, le son, l'image et tout a bien marché. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!